que la volonté de vouloir changer les choses. Elle va s'éroder gentiment. Parce que, en fait, le changement, c'est un grand piège. Hein. On change quasiment pas. Donc, la seule transformation qui peut se passer, c'est l'acceptation de ce qu'on est. Mais penser qu'on va changer ce qu'on est en appliquant toutes sortes de pommades mystico-magiques, ça va pas donner grand-chose. Et en fait, l'idée du changement, c'est un des grands fantasmes qu'on entretient. Si tu rentres dans une librairie spirituelle, tu prends n'importe quel livre, plus ou moins, à part ceux d'Éric Barret, l'idée, c'est comment devenir un autre. Hein? Et c'est toujours comme ça, on t'apprend à devenir un autre. Donc tu fais des efforts extraordinaires pour devenir un autre, et après des années, tu t'aperçois que tu es toujours le même. Donc c'est une illusion totale, l'idée de changement en apportant du matériel nouveau. Mais ce qui n'est pas illusoire, c'est d'accepter celui qui est là, qui est nous. On nous a tellement dit qu'il était inadéquat que forcément on a développé l'idée du changement. Le discours qu'on entend depuis qu'on est né, c'est si tu étais un autre, tu serais mieux. Ça passe par toutes les conjugaisons, hein, depuis les parents, les professeurs, les amants, etc. Tout le monde nous dit ça, ce serait mieux si on était un autre. Comme on est sympa et qu'on voudrait bien faire plaisir à l'autre, on essaye d'être un autre. Même désespérément parfois, et puis à un moment on se rend compte qu'on n'a pas du tout réussi. D'ailleurs, on s'en rend compte parce que l'autre n'est jamais satisfait de ce qu'on est. Si on avait réussi à changer, il devrait être super satisfait. On va se dire, waouh, j'ai réussi à induire un tel changement chez elle. Au début, elle était terrible, elle avait tellement de défauts, il avait tellement de défauts. Mais maintenant, grâce à mes conseils, quel être parfaitement accompli, que je peux enfin adorer totalement. Donc, il y aurait une sorte de renaissance de l'amour après ton changement qui serait phénoménal. Mais en fait, ça se produit jamais comme ça. La frustration que tu sois pas un autre est de plus en plus grande et pour finir, il se casse. C'est comme ça. Hein? Donc si on lâche ça, ça détend les muscles du ventre, ça permet de respirer. J'ai pas besoin d'être un autre. Je suis super comme je suis. Mais ça, en arriver là, c'est un point vraiment capital. Pourquoi est-ce que dans le bouddhisme, on dit tu es le Bouddha? C'est pas qu'on a les oreilles qui s'allongent, la petite bosse sur le crâne et tout, c'est notre nature profonde. Et comme les maîtres bouddhistes savaient bien qu'on n'allait jamais croire un truc pareil, qu'on était parfait, ils ont dit tu es le Bouddha. Pendant 20 ans, on dit je suis le Bouddha. Mais quand même je souffre. Et lui, tu le vois aussi, il est toujours dans la même posture, tout doré, avec son sourire idiot, et il a l'air franchement content. Donc comment tu pourrais reconnaître que le Bouddha c'est toi? Tu vois ce mec doré là, d'ailleurs, tu le poses quelque part dans ton appartement, 2 ans après il n'a pas bougé. Est-ce que c'est raisonnable ça? Un type normal, il irait faire un tour dans la cuisine, se faire un sandwich et peanut butter, ou je sais quoi, ou boire un coup de rouge. Bon, le Bouddha ne boit pas de rouge. Ni de blanc d'ailleurs. Donc ça marche pas l'histoire de tuer le Bouddha. Tuer le Bouddha, oui, ça marche. Bon. C'est un maître zen qui a dit ça. Si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Là, c'est plus direct. Le problème, c'est que si c'est nous le Bouddha, on se tire une balle dans la tête. Donc c'est un suicide, une forme de suicide. On se regarde dans la glace, on voit le Bouddha, on tire dans la glace, on survit. Bon, même problème avec Shiva, on dit tu es Shiva Shakti. Moi, c'est pas possible, je peux pas être Shiva Shakti. C'est pour nous encourager à s'accepter comme on est. Parce qu'on est tous un mélange extraordinaire de trucs dégueulasses et de trucs sublimes. Hein? Donc qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On essaie de valoriser les trucs sublimes en les crachant dans la bouche de l'autre quand on le rencontre.
On sort son CV qui a été complètement réécrit. Au hasard d'un baiser, on lui crache notre CV dans la bouche pour qu'il se rende compte qu'on est une personne aimable, etc. Et comme lui fait la même chose, on a finalement deux êtres merveilleux qui se sont crachés dans la bouche. Mais comme les êtres merveilleux sont observateurs, ils vont ouvrir l'œil au cours des jours et des semaines qui suivent et vont commencer à détecter des petites couches de crasse dissimulées derrière nos ors flamboyants. La critique va commencer à se lever sous un jour aimable. Au début, c'est de simples suggestions. Est-ce que ton rouge à lèvres te plaît vraiment? Alors après, on va là, devant le truc. Regarde. On se dit, mais non, il est beaucoup trop rouge. Ridicule. Mais ça continue comme ça. Fondamentalement, il faut 20 ans de pratique pour croire qu'on est magnifique. On n'y arrive pas. C'est terrible. Imagine, tu rencontres un maître, il te dit t'es magnifique. Tu dis, ah ouais, tu ressors de là, c'est fini. Ce serait fini si on croyait tout de suite. Et puis quand on s'accepte comme on est, on arrête de demander aux autres d'être autre chose. Parce que quand on se connaît un peu soi-même, on voit bien qu'on est ce mélange extraordinaire de choses très variées. Pour le dire d'une manière plus cool. Donc du coup, on commence à accepter aussi que l'autre est un mélange très varié. Mais ça facilite un peu la communication. Il n'y a rien de pire que les gens qui cherchent quelqu'un de parfait.